Au travail, il y a de la compétition partout. C'est à qui aura les meilleurs résultats, le meilleur équilibre vie pro-vie perso, mais personne ne l'assume par peur de paraître mesquin ou égoïste. Mais est-ce que c'est forcément mal de vouloir être le meilleur? En termes de création de richesse, la rivalité a ses vertus. Pour Emmanuel Kant, c'est même ce qui nous pousse à nous améliorer en tant qu'espèce. Selon le philosophe, l'homme se caractérise par ce qu'il appelle son insociable sociabilité, c'est-à-dire qu'il redoute l'opposition et le mépris des autres, mais il est aussi porté à s'associer, sans quoi ses talents seraient gaspillés. Kant donne une métaphore. Dans une forêt, les arbres doivent dépasser leurs voisins pour accéder à l'air et au soleil, si bien qu'ils poussent beaux et droits. Alors qu'un arbre paumé au beau milieu d'une prairie pousse rabougri, tordu et courbé. Donc pour Kant, ce n'est pas la coopération, mais la compétition, la soif de domination, la cupidité qui font avancer l'histoire. Donc si la compétition est bénéfique pour l'humanité, la question c'est de savoir à quel point il faut la promouvoir. Au début des années 2000, on a vu émerger aux États-Unis un système qui s'appelle le rank and yank, en français ça veut dire classer et virer. Et donc les salariés étaient classés selon leurs résultats. Les 20% les plus productifs touchaient des bonus, des promotions. Les 10% les moins productifs étaient licenciés. Please, no, I cannot be fired. I'm fired. Ah! Énormément d'entreprises ont adopté ce programme, qui en termes de croissance s'est avéré convaincant. Mais à quel prix? Parce qu'en fait, dans certaines boîtes, il y a eu des effets pervers. On a observé des salariés qui se sont sabotés. Ils redoutaient de monter en grade et d'être pénalisés l'année suivante pour avoir moins bien rempli leurs objectifs que leurs collègues. Sur le plan relationnel, la compétition est ambiguë. On pourrait envisager un tout autre scénario, par exemple, le jour où Federer annonce qu'il met fin à sa carrière, Nadal est en larmes alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il se réjouisse. Et en fait, on se rend compte que la rivalité entre les deux sportifs était au service d'une finalité commune, à savoir l'excellence sportive. Si la finalité de dépasser l'autre vient se subordonner à une quête d'exigence, alors la compétition peut être une forme de coopération. Il faut savoir que nos limites sont difficiles à cerner, d'où le besoin de se référer aux autres. Et c'est pour ça qu'on se donne des défis au quotidien, du style qui finira en premier. En fait, on vient injecter de la compétition pour se donner du courage et pour rendre une quête préalable encore plus nécessaire. Et puis à ce moment-là, la rivalité n'est pas forcément corrosive, c'est plutôt une preuve d'estime de prendre autrui comme modèle de référence. En revanche, la compétition devient néfaste si renverser mon adversaire devient ma seule finalité. Autrement dit, si je cherche à faire mieux que l'autre, sans chercher à faire mieux tout court.